Bonjour à tous. Jean-Michel. Bonjour à tous. Je suis Jean-Michel Rakovic. Je suis coprésident du club des directeurs marketing des grandes entreprises que je copilote avec Caroline Fayet. Et ce club s'adresse aux marketeurs qui souhaitent, entre guillemets, échanger avec leurs pairs, partager leurs pratiques, partager aussi leurs points d'interrogation. Et donc, ce club qui fait partie au sens large de l'ADTEM se réunit à intervalles réguliers, en présentiel, en distanciel, et réunit une cinquantaine de membres de marketeurs de premier plan de grandes entreprises françaises ou internationales. Il y a à peu près 2 ans déjà, nous avons travaillé sur une réflexion d'avoir une production qui avait une forme soit de baromètre, soit de rendez-vous régulier. Et donc, nous avons lancé CMO Profile. CMO Profile, c'est un travail que nous menons de façon conjointe avec nos amis de BVA et les membres de ce club, sous la houlette de Emmanuel Obadia, qui est directeur de la rédaction de ces sujets-là, de ce baromètre de CMO Profile. Et donc, ce baromètre a vocation à être un rendez-vous régulier qui donne des indications, des repères sur l'évolution de la fonction marketing, une fonction marketing qui est complexe, influencée évidemment par tout le périmètre du digital, qui est légitime sur la voix du client, qui se doit de se concentrer sur la création de valeur, de s'adapter à des organisations complexes, elles-mêmes en cours d'évolution, et évidemment de se concentrer sur la création de valeur au service de l'entreprise. Ce qu'on a conçu initialement, c'est quelque chose qui permette aussi de se positionner, et on va rentrer dans le détail plus avant, sur les différentes dimensions qui sont celles des marketeurs. On a fait une publication année 1, on a publié de façon récente année 2, qui se traduit très concrètement par la production d'un livre blanc et un certain nombre de prises de parole, dont un événement comme celui-ci pour relayer le contenu de CMO Profile. On a donc toute une équipe d'accompagnement de ce projet, avec, comme je le mentionnais tout à l'heure, Emmanuel Obadia qui pilote cette production et qui aussi intervient comme conférencier, comme coach, avec des talents de marketeurs reconnus. Nos amis de BVA, sous la houlette de Stéphane Marcel, qui est Chief Growth Officer de BVA, et nos grands témoins du jour, en séquence Linda Elal, qui est directrice de la marque du groupe Nexens, mais aussi Alexis Trichet, qui est un des poids lourds de chez Orange sur des sujets de connaissances clients, avec un know-how métier reconnu au sein de Orange. Donc voilà, l'échange qu'on a, c'est un échange d'à peu près 1 heure. Donc moi, je vais être très bref. C'est vous remercier d'être présent à cet événement, vous dire à quel point CMO Profile est important pour nous, parce que c'est à la fois l'occasion de donner de la visibilité à ce que nous produisons au sein de ce club, mais aussi d'affirmer l'importance, le rôle, la qualité du marketeur au sein de l'entreprise. L'ADTEM, vous le savez, est vraiment au service, entre guillemets, de cette fonction, du renouveau de cette fonction, de son évolution. Et CMO Profile se veut d'être une production collégiale de grande qualité au service de la valorisation de cette fonction, mais aussi le reflet des tendances qu'on essaye d'observer de façon annuelle ou biannuelle sur l'évolution de la fonction marketing. Donc voilà, mon rôle s'arrête là pour ce matin. Je vais rester vigilant par rapport à la production des différentes questions que je vois apparaître dans le chat. Et sans plus attendre, je vais passer le relais à Stéphane. On aura donc une présentation de Stéphane, ensuite une table ronde animée par Emmanuel, et ensuite une phase de questions-réponses. Mais merci d'avance de poser vos questions, et soit Emmanuel, soit moi, on les injectera dans la discussion pour que ce soit plus interactif. Merci à vous, et je passe le relais à Stéphane. J'ai à peu près tout fait, Emmanuel, c'est bon là? Je passe le relais à Stéphane. Merci Jean-Michel. Tu veux dire un mot, Emmanuel? The floor is yours, my friend. Ok, très bien, merci. Donc en français dans le texte, le sol est à moi. Merci de me donner l'opportunité de présenter
les résultats de ce travail collectif, comme le disait Jean-Michel. Je parle des réflexions sur le questionnement et aussi d'une certaine manière des résultats. Je rappelle que cette étude, ça fait 2 ans que nous la conduisons. Et cette année, pour cette occasion, nous avons interrogé 150 directeurs marketing issus d'entreprises de tout secteur et de toute taille. Et au début de l'année, on va dire que donc la collecte de ces données remonte à 6 mois. Alors pourquoi on a titré cette année sur le fait que la fonction marketing était sur la ligne de front? Eh bien, on va le découvrir et de plusieurs manières grâce aux résultats. On s'est dit que comme on était vendredi matin à 9h et que certains ont peut-être passé une mauvaise soirée hier soir à cause du match de l'équipe de France de rugby qui était en deçà de nos attentes, on a essayé de vous engager un petit peu et de tester un petit peu votre humeur du matin en vous demandant comment vous vous sentez. Donc, ça serait bien que vous preniez le temps de répondre. Ça va nous permettre un peu de doser notre effort et nos réactions ou le sens de mon humour qui est parfois discutable. Et puis, vous aurez des petites questions comme ça tout au long non pas de la matinée, mais au moins de ma présentation avant de passer aux questions en vrai. Donc, ce matin, bon, tout le monde connaît les émoticônes. Quel est votre état d'esprit? Je prends quelques secondes, hein, c'est la question de chauffe. Bon. Quelle est la réponse? La réponse est assez équilibrée. Bon, je vois que ça me rassure pas. Il y en a 11% qui sont encore en train de dormir. Donc, il va falloir mettre un peu d'énergie. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt les éléments positifs qui l'emportent. Et puis, on ne la reposera pas à la fin, mais on va avoir pour objectif que votre énergie progresse tout au long de cette session. Alors, un point important, elles sont toujours contextualisées, ces études. On a fait cette étude dans un contexte de crise multiple. Et un des premiers enseignements, c'est que dans ce contexte de crise multiple, nos CMO sont relativement confiants et notamment parce que, et c'est eux qui le disent, 42% pensent que la fonction marketing est plus importante qu'avant. On peut le comprendre de différentes manières, que ce soit par l'obligation d'adapter les offres dans des contextes sans changeants, ou les prix, ou un certain nombre d'éléments que l'on va voir apparaître après. Mais ce qui est évident, c'est que la crise apparaît comme un moteur du renforcement du rôle des CMO. Et toujours aussi pour vous garder en rythme, on a une deuxième petite question qui n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit, mais qui permet aussi de faire un élément de diagnostic ou d'autodiagnostic sur notre manière de poser la question de l'importance de la fonction marketing. C'est sur son caractère attrayant, en fait. On demande différentes choses dans cette enquête. On ne présente pas tout aujourd'hui. Et donc là aussi, je crois qu'on a une autre petite question à poser, Corentin, à nos amis. Autour de l'attractivité de la fonction. Corentin, si tu m'entends, merci. La proportion de ces CMO qui trouvent la fonction attirante aujourd'hui, alors est-ce que c'est une échelle étrange, mais 67%, 71%, 75%, 79%. Donc on a déjà une partie de la réponse, hein, une majorité la trouve attirante. À votre avis, c'est combien ? Ouais, donc là, une vaste majorité des votes sur les réponses les plus élevées. Et on est à 79. Donc c'est un auto-diagnostic et surtout une manière de caractériser autrement l'importance de la fonction marketing. Et c'est rassurant pour nous tous que nos métiers
génère ce type de réponse. On l'a vu tout à l'heure, une importance qui grandit d'une certaine manière avec les crises. Et puis, les Alexis et Linda qui nous entourent aujourd'hui pourront éventuellement le discuter ou compléter par rapport à leur expérience personnelle. Une petite tension quand même, puisque lorsqu'on a un rôle qui s'accroît, des enjeux de transformation des organisations et de son rôle, mais des moyens insuffisants, ça crée quand même pas mal de tensions. Et on voit bien que ce chiffre-là, donc les 62% de directeurs marketing qui pensent aujourd'hui que les moyens sont disponibles, c'est quelque chose, un sentiment, une opinion qui s'accroît de 9 points par rapport à l'étude que nous avions réalisée en 2021. Alors dans ce contexte-là, Grégoire Petit, que l'on a interviewé dans le cadre de ce livre blanc, nous dit dans ce contexte-là, d'abord il faut commencer par être optimiste. C'est pas pour dire que quand on n'a pas de pétrole, il nous faut des idées, mais c'est pour dire que d'une certaine manière, il y a aussi quelque chose de moteur dans nos métiers, dans le métier, qui relève de cet état d'esprit général de l'accompagnement de toutes les initiatives. Et de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que le métier de CMO, c'est quelque chose qui vit aussi de la capacité à rebondir sur des sujets, on va dire, avec les moyens dont on dispose, ou malgré parfois les moyens dont on dispose. Alors, on a interrogé les directeurs marketing, bien évidemment, sur les dimensions que rappelait Jean-Michel, leurs priorités. On était en début d'année, je le rappelle. Je ne suis pas sûr que les choses aient éminemment changé si on reposait la question aujourd'hui, mais on la reposera dans quelques mois probablement, et donc on en verra les évolutions. Et puis aussi l'évolution de leur mission. C'est ce qui forme le cœur des résultats de cette étude. Et donc, en liaison avec ce que l'on dit sur le contexte, il y a quelque chose qui est assez important, c'est, on va dire, les mobilités au sens de le marketing, il est là pour accompagner l'entreprise dans le fait de tenir ou prendre des positions sans trop insister sur la métaphore guerrière. Et donc, une des priorités qui émergeait dans l'année 2023, c'était la nécessité de faire évoluer les offres pour mieux répondre aux besoins et pratiques des clients. Bien évidemment, ces choses-là, elles sont de différentes textures ou natures selon les secteurs dans lesquels on travaille. Quand on travaille chez Nexans ou Orange, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux ou les mêmes contextes que lorsqu'on travaille dans l'alimentaire ou l'univers de la banque. Il y a des métatrends, comme on dit dans notre jargon, qui vont alimenter les comportements des consommateurs et qui vont concerner tout le monde. Mais de fait, cette question-là de l'évolution rapide des offres et à la fois par la nécessité de contrecarrer certains concurrents, mais aussi par l'évolution des besoins des clients et des consommateurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dominant, qui était dominant en début d'année. Transformer l'expérience et optimiser le parcours client. On a vu aussi ce thème-là émerger ces dernières années. C'est l'expérience client. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un des basiques des métiers du marketing. Et on voit aujourd'hui qu'il occupe une place considérable dans les priorités, tout comme l'accélération de la politique RSE et les pratiques de marketing responsable qui sont logiques et consubstantielles à cette idée d'accélérer la politique RSE. Il y a des études sérieuses, y compris menées par l'ADTEM, qui documentent mieux ce sujet du marketing responsable. Et on voit qu'il monte en puissance. On ne le voit pas dans cette étude, puisque c'est la première fois qu'on pose la question. Le baromètre est jeune. Mais bien évidemment, si on avait posé cette question-là il y a quelques années, on n'aurait pas eu ces scores-là. De même qu'un thème qui est à la fois structurant, mais aussi un peu une des conséquences dont on gère encore les effets du Covid, qui relève de l'attractivité de l'entreprise et de la marque employeur. C'est un sujet qui a émergé fortement dans les organisations ces derniers temps, et on voit que pour les CMO, c'est une des priorités de leur organisation. Alors, quand on a posé cette question-là, je le rappelle aussi, le contexte est important. Et puis, je rappelle aussi pour les esthètes ou pour les puristes que selon comment on forme les questions, on peut avoir des niveaux de réponse différents. On était au début ou au milieu de ce grand sujet, ou de l'émergence massive de ce grand sujet de l'intelligence artificielle conversationnelle, comme on dit.
Et un des résultats qui nous a un peu surpris, c'est de voir à quel point les technos, on n'a pas posé de questions spécifiques sur l'IA, le métaverse ou le Web 3, on a fait un pot commun. On s'est rendu compte qu'à ce moment-là, c'était moins prioritaire par, on va dire, comparaison ou priorisation par rapport aux grands éléments du mix marketing que sont la gestion de la marque, le développement des offres, etc. Possiblement que là, on verrait les choses évoluer différemment si on posait la question aujourd'hui, et possiblement différemment si, au lieu de traiter la question de la techno en bloc, on traitait peut-être individuellement les choses. Mais je sais qu'Alexis est fan de ces sujets, peut-être y reviendra-t-il. Alors, quand on disait, au-delà des priorités de l'année 2023, que les missions des CMO s'étendent, évoluent, se renforcent, on va voir sur quels aspects et notamment comment ça définit à grands traits le métier de CMO. Alors, ça fait partie d'un de nos grands dada, en fait. Lors de la première édition, on avait élaboré cette on va dire, typologie ou ces archétypes de mission et de rôle des CMO. Et on le retrouve ici, on le retrouve avec différentes dimensions qui recoupent les différentes missions. Hein. Être transformeur, brandeur, comme on dit, c'est pas très joli, mais gérer le capital de marque. Toutes ces fonctions-là, d'abord, on voit que c'est des fonctions qui sont massivement déployées dans la mission des CMO. Et on voit d'une certaine manière que les CMO, c'est avant tout des grands cumulards de missions. On n'aime pas trop le mot cumulard, et pardon, il est venu comme ça ce matin, parce que moi, j'étais au stade hier soir, mon esprit n'est pas encore revenu. Mais ça, c'est un élément important. Et on voit la multiplicité. Quelque temps dans le club, on parlait du rôle de Shiva. Et on voit bien que les grandes dimensions que sont la compréhension des tendances des marchés, des clients, des consos, de la collecte de la data, dont on parle beaucoup, qu'on a nommé nous Insighter, tout ce qui relève de l'expérience, sont assez massivement représentés dans les missions prioritaires. On voit que la dimension de technologie, ça confirme l'élément que l'on voyait tout à l'heure, quand même, est un peu plus en retrait. Et si on voulait passer un message, mais c'est aussi pour ça qu'on dit que les CMO sont à la pointe ou sur la ligne de front de l'entreprise ou de la transformation de l'entreprise, et c'est que c'est à l'intérieur de ces grandes missions le rôle de transformeur qui domine. 44% des directeurs marketing que nous avons interrogés mettent une note de 9 à 10 sur l'échelle d'importance que ça occupe dans leur fonction et dans leur mission. Stéphane, tu m'autorises juste un mot sur cette slide, la slide précédente, Je t'autorise tout, Jean-Michel. Ah ouais, c'est gentil. Vas-y, remonte d'une slide, s'il te plaît. C'est juste pour insister sur le fait que dans les livrables de CMO Profile, cette évaluation suivant différentes dimensions de transformation, de pilotage de la marque, d'optimisation de la performance, de maîtrise des coûts, relations clients, expérience client et ainsi de suite, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que dans l'exploitation qu'on en fait, chacun peut se positionner en tant que marketeur pour dire moi mes priorités c'est la transformation, moi dans le contexte dans lequel je suis c'est plutôt la marque et ainsi de suite, et s'auto-évaluer fait partie des objectifs qu'on va développer par la suite. C'est le reflet de la diversité du marketing, c'est aussi le reflet du fait que si on est en B2C, en B2B, si on est dans une entreprise où la distribution est vraiment fondamentale, ou si on est plutôt focalisé sur la conception de l'offre avec des partenaires de distribution, on a des approches marketing tout à fait différentes. Et donc, on reviendra par la suite dans l'exploitation et dans le développement de CMO Profile sur l'auto-évaluation de ces différentes dimensions qui permet ensuite de dialoguer avec des pairs en disant on a les mêmes préoccupations, on peut ensuite se connecter, partager des best practices qui peuvent être multisectorielles au sein d'un même secteur, mais en tout cas qui permettent de se positionner. Et on a longtemps travaillé sur l'élaboration de ces différentes dimensions et je pense que c'est quelque chose qu'on réexploitera et qu'on va utiliser par la suite parce que c'est un des socles de
CMO Profile. Voilà. Merci et désolé de t'avoir interrompu. Pas de Stéphane. souci, merci. En rebond de ça, une manière de l'exploiter déjà, pour ceux qui téléchargeront le livre blanc que l'on va vous partager dans le chat, je pense, Corentin, soit tout de suite, soit plus tard, vous verrez qu'on a interviewé un certain nombre de directeurs marketing et qu'on leur demande de se positionner pour capter effectivement leur empreinte personnelle. Donc là, c'est plutôt le niveau benchmark, hein, c'est la moyenne telle qu'elle ressort sur les 150 interviews que nous avons faites dans le cadre de l'étude quantitative. Mais dans l'échange individuel que nous avons fait avec les uns et les autres, mais je ne veux pas dévoiler les profils d'Alexis, Linda et des autres, vous les découvrirez dans le livre blanc, vous verrez comment on exploite cette empreinte ou ces profils. Le temps file et puis je voudrais laisser du temps à l'échange et écouter ce qui est la partie la plus intéressante, les témoignages des uns et des autres. Quand on interroge les CMO sur leur mission, première chose, bon, il n'y a pas d'évolution massive d'une année sur l'autre et ça, on va dire que c'est aussi rassurant d'une certaine manière, hein, ça dit la stabilité des missions, mais on voit quand même qu'il y a quelques petites impulsions, hein. On va dire malgré tout ou avec toutes ces évolutions, les CMO restent tendus vers un élément qui s'appelle la performance de leur entreprise et l'augmentation du chiffre d'affaires des produits et des services avec une légère inflexion positive ou un renforcement entre les deux vagues de notre baromètre, puisque c'est la mission à laquelle ils disent consacrer l'essentiel du temps. Et puis, en écho avec leurs priorités de 2023, là, on a des choses beaucoup plus structurelles, hein, le repositionnement de l'offre, le développement du capital de marque, l'analyse des tendances et des besoins, l'amélioration de l'expérience client, le développement de nouvelles activités. Avec cela, on a le cocktail plus ou moins explosif, en tout cas, qui crée l'intensité du métier et des équipes autour de ce que sont les essentiels du mix du métier, mais je pense que là aussi, il n'y a pas de surprise. C'est une question qui va nous intéresser dans ces évolutions temporelles et dans le futur et dans le temps. Pourquoi on dit que le métier de CMO est à la pointe des organisations? Parce que ça, vous ne le découvrez pas, bien évidemment. Toutes les entreprises, d'une manière ou d'une autre, par choix ou par nécessité ou par contrainte, ou par changement, y compris de législation, sont en transformation. Et le message que nous, on veut faire passer à la communauté et à ceux qui regardent de près aussi le métier du marketing, c'est de voir à quel point aujourd'hui les CMO sont dans la transformation et moteurs dans les évolutions futures. Et on peut le traiter de différentes manières. On peut le traiter par l'idée qu'aujourd'hui, les entreprises sont engagées aussi dans des missions ou des logiques de responsabilité qui les dépassent, entre guillemets, et que donc, tout avance, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, c'est ça? C'est un minuteur automatique qui me renvoie, c'est étrange. Attendez, ça ne va pas être très sympa pour vous. Non, garde le rythme tranquillement. Ouais. Essayer de pointer du doigt que pour que les CMO jouent leur rôle de transformation, il faut que les entreprises embrayent le pas. Pour la première fois, on a testé, évalué la proportion d'entreprises qui avaient initié, engagé un certain nombre de transformations aussi importantes que la RSE, des fonctions d'engagement ou de réengagement des collaborateurs, de marketing responsable ou d'encouragement aux clients à la sobriété. Vous vous souvenez que, notamment avec la crise des matières premières et d'énergie, c'était un grand thème, si ce n'est un grand domaine d'action pour les entreprises. Et donc, on voit déjà que la manière dont pénètrent les organisations les sujets de RSE ou ESG, comme on dit en anglais, est quelque chose qui est assez massif. 76% des CMO nous disent que leur entreprise a déjà initié des actions dans ce domaine et elles portent déjà leurs fruits. On voit que les sujets de sobriété, on en a discuté au sein du club, qui sont une manière assez importante aussi de contribuer à l'effort collectif
de préservation, pour faire simple, de la planète ou de la préservation parfois des clients contre eux-mêmes, hein, ça dépend des secteurs, sont des sujets assez importants. Et de ce point de vue-là, ce qu'on avait montré l'an dernier, on avait beaucoup plus insisté, et là, du coup, je ne vais pas avoir le temps de le faire, c'est que le concept d'engagement est souvent pour les CMO et pour tout l'écosystème bien plus large que les seuls, on va dire, grands mandatory, je dis mandatory, il n'y a pas d'obligation quand on est dans une entreprise, mais que les grands sujets qui animent déjà les entreprises lorsqu'on parle de mission ou de RSE, la diversité et la parité, la lutte contre les formes de discrimination, l'économie circulaire, ce sont des choses qui sont assez massives, mais on voit que le concept d'engagement a bien plus de potentiel et qu'en fonction de l'activité de l'entreprise ou du mix ou des volontés d'entreprise, il y a un champ d'engagement. On parle là de lutte contre les inégalités sociales, de contribuer à faire évoluer le modèle de société. Quand on est CMO, on peut envisager que son entreprise embrasse finalement des champs extrêmement larges, et je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. La technologie, bon, on en a parlé. Quand je dis la technologie dans tout ça, c'est parce qu'en fait, dans l'attirail des leviers marketing et des moyens, on voit que dans les leviers futurs, là, l'investissement dans le web, le métaverse ou la blockchain émerge comme quelque chose d'important, mais on voit que c'est toujours pas un levier actuel, alors que le marketing digital et social, la veille, les benchmarks, le precision marketing qui est en progression, comme vous le voyez, la flèche l'indique, la connaissance des clients ou l'analyse des tendances sont aujourd'hui des leviers massifs, hein. Donc là, on voit ce sujet qui reste pour moi un sujet, et pour nous tous, un sujet de débat assez important. Et dans les leviers futurs, certes, les nouvelles technologies apparaissent, mais des choses comme le design d'expérience ou la modélisation des leviers de croissance ou encore l'application des sciences comportementales qui est chère au cœur de BVA sont des choses qui apparaissent comme plus importantes. Pardon pour Léonore, vous aurez l'occasion de le lire dans le livre, bien évidemment, sur la nécessité d'être agile. Je sais aussi que c'est un thème qui est cher au cœur d'Alexis. Peut-être que tu y reviendras. Alors, pour terminer en forme de quiz, on va aller vite. Pourquoi le marketing a le vent en poupe? J'espère qu'on l'a déjà dit. Et je crois qu'on doit lancer une question, Corentin. Voilà, quand on interroge finalement le CMO sur l'impact qu'ils ont sur leur business, vous voyez qu'ils ont des réponses extrêmement positives. On voudrait savoir si vous pensez que c'est plutôt de l'ordre de 69% ou plutôt de 81%. Voilà. Et voilà. Alors, pendant que les gens répondent, j'en profite, Stéphane, parce qu'on nous demande si on aura tes slides à l'issue de ce webinaire. Oui. Bien sûr. Je donne les résultats parce que finalement, on va passer au débat. C'est plus intéressant. Donc, 77% des CMO pensent qu'ils ont un fort impact sur le business. Et ça, c'est bien le signe d'une fonction qui a compris l'essence même de son travail et de son utilité. Et est-ce que c'est une fonction prioritaire ou très importante, hein? Je vous laisse voter, mais rapidement, pardon, je squeeze un peu le truc. Hein. Ça devrait être logique. Donc, hop, je passe à l'étape d'après. Et 70%. Résumé, et puis je vous laisse la parole. Des CMO relativement optimistes et confiants dans un contexte pourtant sacrément chargé. 2 priorités en 2003, adapter l'offre, transformer l'expérience client, qui renvoie quand même à des missions assez structurelles et qui se renforcent, c'est de là et d'autres. La transformation des entreprises et l'engagement des entreprises au cœur des évolutions futures des métiers des CMO, et notamment le sujet du marketing responsable. La technologie en question ou en questionnement, jusqu'à questionnement existentiel, on en avait parlé dans le club, mais aussi comme moyen d'améliorer l'efficience et l'efficacité du marketing. Et le vent en poupe, c'est un message aussi positif. Mieux vaut avoir le vent en poupe, comme je le disais, que lire des articles sur le marketing qui étaient annoncés mourant il y a quelques années. Je pense que pour ceux qui s'interrogent sur cette question-là, c'est plutôt l'inverse. Et on est plutôt content d'être dans une fonction qui a le vent en poupe qu'une fonction dont on prédit
la disparition. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à mon ami Emmanuel. Plus d'infos, plus de détails dans le livre blanc que vous pourrez télécharger. Merci à vous. Merci Stéphane. Bonjour à nouveau à tous. Je m'appelle Emmanuel Obadia, fort plus de 3 décennies d'expérience aux avant-postes internationaux de la tech et du marketing chez de grands acteurs de la tech comme Salesforce et Oracle par exemple. J'ai été à la fois le témoin et un acteur des profondes mutations de notre secteur. Donc au-delà de mon parcours professionnel, j'ai toujours été animé par la passion pour l'innovation et d'amplifier la proposition de valeur des entreprises. J'aide aujourd'hui comme senior advisor, coach et conférencier les entreprises à se transformer et à innover pour avoir plus d'impact tant économique que éco-socio-responsable. Donc j'ai eu l'honneur d'être pour la 2e année consécutive le directeur de la rédaction de CMO Profiles, m'offrant une vue panoramique sur les défis et les opportunités qui se profilent pour les CMO. Je souhaite d'abord adresser mes remerciements à Stéphane pour sa synthèse vivante, comme d'habitude, et pertinente autour de l'étude BVA quantitative. Les insights qu'il a présentés mettent en lumière l'importance croissante du rôle des CMO et en ces temps de transformation, j'ai envie de dire rapide, mais peut-être fulgurante, serait peut-être plus approprié. Le marketing ne se réduit pas à la simple promotion d'un produit ou d'un service, c'est plus ça. On l'a vu, il embrasse désormais un éventail extrêmement varié de domaines, allant de la RSE, on va y revenir, à la digitalisation, et en passant par le marketing responsable et l'innovation, bien sûr, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, et je les remercie vivement d'avoir consacré du temps pour CMO Profile dans leur agenda chargé, tant pour nos interviews dans le livre blanc qu'aujourd'hui pour préparer et adresser avec vous les sujets qui nous intéressent. Je suis ravi de vous présenter 2 leaders emblématiques du marketing, des membres éminents du club des DM de la DTM. Ils incarnent parfaitement la richesse et la complexité de la fonction du CMO. J'ai eu le privilège de les interviewer dans le livre blanc. Vous avez maintenant le lien dans le chat, donc vous pouvez regarder leur interview in extenso après. Restez avec nous encore un moment, mais après, vous pourrez la lire. Sans plus attendre, donc, entrons ensemble dans cette discussion passionnante sur la manière dont ils relèvent les défis au sein de leur entreprise. Je voudrais d'abord présenter Linda, actuellement directrice de la marque du groupe Nexence. C'est une professionnelle aguerrie du marketing digital et de la stratégie, ayant occupé des postes clés dans diverses entreprises connues comme directrice conseil en stratégie et marketing digital chez Frequent Flyer Travel Paris et directrice commerciale chez CDS Group. Forte de ses réussites, elle a aussi remporté plusieurs prix prestigieux, dont le trophée Jean-Paul Lanly et le Grand Prix des grandes entreprises en croissance. Et en plus de ses compétences professionnelles, elle trouve du temps, elle s'est enrichie en formation exécutive dans des institutions de renom comme les mines ParisTech et le SCP Business School. C'est une véritable experte en transformation digitale et en management stratégique. Elle sait piloter les équipes et les projets vers les succès. Bonjour Linda. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alexis Trichet est un expert renommé de l'industrie des télécommunications, une compréhension approfondie du secteur bancaire également. Avec près de 15 ans d'expérience chez Orange, il occupe actuellement le poste de vice-président de la stratégie des données et de la connaissance du consommateur, ce qui va nous intéresser au premier chef. Doté d'une expérience approfondie dans le développement et l'exécution de stratégies marketing, Alexis possède une capacité unique à saisir les tendances actuelles du marché et les comportements des clients. Il est passionné par le développement des individus et à la pointe du changement chez Orange France, mettant en avant par exemple l'innovation par le design thinking, qui est aussi un sujet qui m'intéresse de près, la gestion de l'expérience client, on serait à moins, et les analyses les plus avancées, IA et data insight, comme le soulignait Stéphane, qui va être aussi au cœur de nos conversations. De plus, Alexis a largement contribué à la croissance stratégique de l'entreprise Orange dans divers rôles de direction, notamment dans le marketing stratégique pour le mobile et le haut débit, dans l'expérience client, et il est diplômé de HEC en administration, gestion et des affaires. Alexis, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, on va parler de transformation digitale et d'expérience client. Donc, on le vit, la rapide, foudroyante évolution technologique qu'on perçoit tous, la transformation digitale, l'amélioration de l'expérience client. Comment ça se passe au sein de vos structures? Qui veut commencer? Linda, peut-être. Oui, merci. Alors, la transformation digitale chez Nexence, qui est un groupe industriel qui s'est construit au fil, j'ai envie de dire, des siècles, parce qu'on a un peu plus de 120 ans, eh bien, se fait notamment sur l'agrégation des systèmes d'information. La transformation digitale chez nous, elle est très B2B.
et donc basé notamment sur l'industrie 4.0. Quand on est dans une organisation qui a comme ça, qui a construit aussi sa croissance sur différentes acquisitions à travers le monde, eh bien, on se retrouve à hériter de systèmes d'information qu'il va falloir connecter, se faire parler entre elles pour que la data puisse être agrégée. Et pour Nexans, c'est là le vrai enjeu, donc de rentrer aussi dans l'industrie 4.0 pour permettre justement d'adosser la technologie à toute la chaîne de valeur, de la production à la livraison des clients, en passant bien évidemment par l'expérience client et le marketing digital. Alexis? Écoute, comme j'ai la chance d'avoir passé quelques années, comme tu le rappelais, chez Orange, moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on voit les vagues technologiques se succéder. Et donc, voilà, si je reviens un petit peu en arrière, nous, on a été très concentrés sur la digitalisation, le fait voilà, de développer nos sites et nos applications au milieu des années, on va dire, 2010. Ensuite, tout ça, ça nous a amené jusqu'à, on va dire, la fin des années 2017-2018. Et là, on a embrassé une nouvelle vague qui était la bascule vers l'agile. Et puis là, on est en ce moment et on est encore au four et au moulin, comme on dit, dans la transformation data et IA. Donc moi, ce qui me frappe, c'est surtout que voilà, technology never stop. Et donc voilà, on enchaîne les vagues technologiques les unes après les autres. Et c'est vrai que c'est passionnant. Alors justement, pour rebondir là-dessus, comment l'IA chez Orange, notamment via les chatbots, redéfinit l'expérience client chez vous? Alors plus largement, en fait, ce qu'on a fait aux sorties du Covid, on cherchait, tu vois, à trouver pour Orange une façon de se donner une perspective positive sur les années à venir. Et à ce moment-là, la patronne d'Orange France a décidé qu'on allait se lancer dans un programme d'accélération sur la data et l'IA, dont elle m'a demandé d'être le sponsor. Et donc, on s'est lancé dans ce sujet à un moment où, il faut bien le dire, on était un peu encore à un moment où on avait une grosse passion pour des POC, pour faire des tests, mais sans trop savoir vraiment ce qu'on allait chercher. Et donc, on s'est mis à faire des choses qui sont relativement simples, mais qu'on n'avait pas fait encore à l'époque, en 2020, qui était de dire, mais finalement, sur la data et l'IA, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme effet sur le business? Et donc, on s'est donné des objectifs de croissance de chiffre d'affaires, d'économie de coûts et d'amélioration du NPS. Et derrière, on a aligné, on va dire, les forces qu'on avait déjà, qui étaient assez copieuses en termes de compétences data, et on les a mis au service de ces objectifs. Et voilà, on est parti là-dessus. Donc aujourd'hui, on est dans le moment où on regarde ce que nous permettent de faire les IA génératives, et on a déjà des premières réalisations. Donc par exemple, il y a nos bots qui n'étaient pas du tout sur ces technologies-là. On est en train de progressivement de les basculer sur ces technologies. Avec des résultats qui sont très encourageants. Typiquement, on fait aussi sur le site, évidemment, on met en avant les téléphones mobiles qu'on vend à nos clients. Il faut écrire des fiches produits. Maintenant, on le fait avec de l'IA générative et on a des gains de productivité qui sont absolument incroyables. Donc, on est juste en train de découvrir tout ça, mais on est en plein dedans, quoi. Ouais, je pense que vous êtes pas les seuls. J'animais une table ronde sur le sujet de l'IA générative pour le changement de marketing et des ventes. Il y a eu beaucoup de trucs à dire. Et de votre côté, chez Nexans, Linda, c'est très technique votre sujet. Comment vous intégrez ces nouvelles technos dans l'expérience client? Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de désiloter en fait tout le parcours client pour permettre d'avoir accès à nos offres un peu tout en un. C'est vrai que chez Nexans, on vend donc des câbles électriques, des éoliennes offshore jusqu'à l'électrification des bâtiments. Donc, on est sur toute la chaîne de valeur pour acheminer de l'électricité au sein des territoires, au sein des foyers. Et donc, associé à ces câbles, on a également d'autres services qui, historiquement, sont vendus indépendamment des câbles. Et donc, aujourd'hui, on met toute notre énergie pour permettre à nos clients de trouver une forme de one-stop shop, entre guillemets, chez Nexans pour permettre justement d'agréger un projet tout en un et comme ça avoir une vue globale de la manière dont on peut s'approvisionner chez Nexans.
Je vous propose de bouger de sujet et d'aller vers la RSE et le marketing responsable. Et je sais que ça vous tient à cœur à tous les deux avec des éclairages différents. Donc, on voit, et je pense que c'est une bonne chose, le monde de plus en plus conscient des enjeux technologiques. Pouvez-vous nous dire, à tour de rôle, qu'est-ce que vous faites pour intégrer la RSE, mais au cœur de vos stratégies marketing? Qui veut commencer? Linda, je t'en prie. Merci Alexis. Moi, le marketing responsable et puis la RSE de manière plus globale, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur ces sujets, mais je pense qu'il y a eu en France notamment un moment charnier qui a été notamment la loi Pacte. Et le rapport, notamment Sénart-Cotin, qui a pu permettre justement la formalisation de cette loi, permet en 10 grands points de dresser les bases finalement d'une entreprise plus responsable et donc d'un marketing plus responsable. Et moi, je trouve que ce cadre-là, en tout cas, il m'a beaucoup aidé à convaincre certaines organisations, certaines directions qu'effectivement, c'était quelque chose qu'il fallait absolument appréhender. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être simplement au cœur de nos actions. La RSE ne doit pas être un département à part entière, il doit transpirer au sein de l'organisation. De la même manière que le marketing, on doit faire du marketing dans tous nos services. Tous nos collègues, finalement, doivent devenir également des marketeurs pour, oui, parce qu'il y a effectivement des attentes, il y a des besoins, mais comment répondre à ces attentes, à ces besoins de la manière la plus vertueuse possible, c'est là le challenge. Et donc, moi, j'encourage en tout cas effectivement à monter en compétence sur ces sujets de la RSE, à se les approprier et puis même à faire s'interpénétrer entre guillemets les services pour travailler au service justement de l'entreprise et de la société en général. Donc ça, c'est un vaste programme et c'est sympa de vouloir disséminer ça partout. Mais il y a un point sur lequel tu nous as peut-être pas donné plus d'éclairage, qui est peut-être une question aussi qui est un peu compliquée. Et je vais venir voir Alexis dans un moment sur ces sujets. Mais il y a le programme E3 chez Nexans qui réussit à trouver un équilibre entre rentabilité donc financière et responsabilité écologique, responsabilité sociale. Comment vous arrivez à combiner les deux aspects dans la vision de Nexans et la durabilité du business? Mais je crois que ça touche un point fondamental, c'est l'engagement du top management. C'est-à-dire que cette impulsion du programme E3 qui en fait consiste à concilier environnement, économie, engagement. Donc, en traduction, c'est comment on est plus performant pour réduire nos émissions carbone et celles de nos clients. Comment on contribue à un business durable parce qu'on reste une société cotée dont l'EBITDA est scruté. Donc, on est aussi dans une logique de profit, mais de profit durable. Comment on fait du business durable? Et puis, exactement. Engagement, on va aussi s'intéresser à la question sociale, sociétale. Comment on fait attention à nos collaborateurs? On a plusieurs usines partout dans le monde. Donc, comment nos collaborateurs deviennent aussi un avantage compétitif dans la rétention des talents, dans la montée en compétences, et puis dans cette conscience haute de faire son métier dans ce sens-là. Et je pense que les entreprises réussiront ce gap, entre guillemets, environnemental, sociétal, économique, comme Nexans est en train de le faire, puisque Nexans se transforme littéralement pour être pionnier dans ce domaine. On est une industrie, c'est lourd à changer. Eh bien, c'est vraiment l'engagement du top management. La vision, elle vient du CEO. C'est le CEO qui porte cette vision stratégique et qui la fait ruisseler au sein de tous les services, de tous les départements du groupe, pour qu'on puisse prendre des décisions à l'aune de ce triptyque. Et il n'y a pas une décision qui est prise sans que cet équilibre E3 ait été analysé préalablement. Alors, c'est déjà très ambitieux. Et maintenant, je vais me tourner vers Alexis parce que la RSE, c'est un gros sujet. L'empreinte carbone, c'est un gros sujet. Donc, comment vous intégrez la RSE au cœur des stratégies marketing chez Orange? Alors, je dirais que les choses se sont effectivement, de notre côté, pas mal accélérées depuis maintenant 2 ans. J'ai l'impression que l'été 2022, on va dire, a pas mal pesé aussi sur la prise de conscience générale du sujet.
donc évidemment, Orange a pris des engagements de décarbonation, comme la plupart des entreprises. Et donc, on est dans cette phase où, comme le disait Linda, ça devient plus le problème des équipes RSE, mais ça devient le problème de chacune des directions, avec des objectifs que chacune des directions ont à délivrer sur les économies de carbone, sur l'ensemble des scopes, 1, 2, 3. Donc nous, on est juste typiquement pile dans cette charnière-là. Si je suis très, très concret, on va dire en 2023, on avait des objectifs chez Orange France sur le scope 1 et 2. Et là, sur 2024, on va prendre des objectifs sur le scope 1, le 2, le 3, et ils vont être répartis par direction. Donc, et la direction marketing, eh ben, elle va prendre sa part. Et d'ailleurs, on est capable maintenant d'avoir une estimation de notre scope. Nos chiffres, c'est qu'on émet en France à peu près 2 millions de tonnes de CO2 par an. Et ce qu'on considère être directement sous la responsabilité du marketing, j'arrondis les chiffres, mais c'est à peu près 500 kilotonnes. Donc là-dedans, il y a des choses très concrètes, quoi. Il y a nos achats de terminaux, nos achats de box, nos achats de décodeurs, il y a la consommation électrique des box et des décodeurs chez nos clients, enfin bref, tout un ensemble de choses. Et donc, voilà, nous, on se met sur une trajectoire qui est de diminuer de 3 à 4% par an. On est encore en train d'affiner nos chiffres, mais tout cela, et ça, on va dire, le marketing prend sa responsabilité pleine et entière pour être capable de délivrer lui aussi une partie des économies qui, quand on les additionne avec l'ensemble des autres directions, nous permettra d'être voilà, en lien et au plus près des trajectoires qu'on doit tenir pour atteindre nos objectifs à 2030. Donc ça passe par des choses en fait très concrètes. Donc pour moi, il y a vraiment sur cette intégration du RSE dans le marketing, il y a un volet en fait très opérationnel, parce qu'en fait, il faut changer la façon dont on fait nos achats, il faut changer la façon dont nos box fonctionnent pour diminuer la consommation électrique chez nos clients. Donc ça, c'est du concret. Et après, il y a une dimension très communication pure marketing qui est, mais comment est-ce qu'on raconte ça aux clients, sachant que je pense qu'une des difficultés, c'est que maintenant, il y a un tel niveau de compréhension du problème par, on va dire, l'ensemble des Françaises et des Français, que les Françaises et les Français s'attendent à ce que les entreprises fassent quelque chose parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Et donc, je dis ça parce que d'un point de vue marketing, se différencier, alors qu'en fait, vous voyez ce que je veux dire, la majorité des Français se disent, attendez, vous n'allez pas m'expliquer quand même que vous êtes en train de faire des efforts, on a tous vu qu'il y avait un problème, c'est le minimum, quoi. Et donc ça, d'un point de vue marketing, franchement, trouver la façon intelligente de traiter ça, je ne crois pas qu'on y soit, et je crois que c'est une question passionnante pour les années à venir. Parce que sur le fond, oui, celui qui fait le fier à bras, entre guillemets, en expliquant qu'il fait des choses et qu'il a compris plus que les autres qu'il y avait un problème, je pense que ça passe à côté de ce qu'il y a dans la tête des gens qui s'attendent à ce que, évidemment, comme on leur vend des produits et les produits doivent fonctionner, et comme il y a un problème avec la planète, ils s'attendent à ce qu'on décarbone. Et en fait, ils attendent autre chose ensuite, autre chose de nous. Justement, j'aimerais bien vous poser tous les deux cette question. C'est en fait, donc vous êtes engagé dans la démarche, vous avez intégré ça dans le marketing, vous nous avez raconté un petit peu comment. Comment vous savez l'impact que ça a sur l'image de la marque? Comment vous savez à quel point vos initiatives portent des résultats sur la performance de la marque, pour le coup? Qui veut répondre à ça? Comment vous mesurez ça? Peut-être que je continue dans la foulée. Je t'en prie. Écoute, nous, on mesure ça parce qu'on a des outils qui permettent de suivre la santé de la marque. Donc, on a une étude qu'on appelle le brand tracking qui nous permet de la regarder un peu sous toutes les coutures, hein, de voir comment justement elle se comporte. Bon, je te dis, moi, mon sentiment, c'est que pour l'instant, on a, en tout cas dans notre secteur à nous, personne n'a encore complètement pris le leadership. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Pour l'instant, on a encore du travail pour que ce soit bien compris
et qu'on soit identifié comme étant un peu le fer de lance de la transformation du secteur en France. Donc, je vous donne un exemple. Ce qu'on a voulu faire et qui a été une opération tout à fait, on va dire, atypique dans sa dimension, c'est qu'on a lancé une consultation citoyenne en interrogeant aussi tous nos clients, dans lequel on a eu plus de 2 millions de personnes qui ont plus de 2 millions de votes et 180 000 participants, sur lesquels on les a tout simplement interrogés en leur disant mais finalement, comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse avoir un numérique plus responsable? Et donc voilà, on pense qu'en fait, il faut innover sur des nouvelles façons de dialoguer avec les clients de manière massive pour arriver justement à rentrer dans un dialogue, mais exactement comme on peut l'être quand on est en discussion en face à face avec quelqu'un. Donc évidemment, quand on est une marque comme Orange avec des millions de clients, cette discussion face à face, elle se produit dans les boutiques, elle se produit dans les services clients, mais on essaye de rajouter à tout ça une dimension qui est plutôt d'échange. Et donc, on est content d'avoir démarré comme ça, mais on est au tout début de cette histoire parce qu'on sent qu'il faut inventer un nouveau type de dialogue avec de l'écoute, du conseil, de la rétribution des actions qui sont menées par les clients et par nous. Et ça, c'est encore en travaux. Donc, on revoit apparaître le sujet de l'expérience client, de l'empathie, des émotions dans la relation de la marque avec ses clients et ses prospects aussi. Linda, comment vous faites chez Nexans pour avoir savoir l'impact de ce que vous faites en matière de RSE et comment ça bénéficie la marque? De la même manière qu'Alexis, on a effectivement un monitoring de la marque et on sait aujourd'hui que notre valeur de marque, elle a pris plus 14% depuis l'engagement du groupe justement dans cette transformation vertueuse. Et donc, comme vous le savez, la marque, au-delà de la réputation, c'est également sa contribution business. Et donc, on a fait plus 12% d'EBITDA sur justement tout le macro-secteur de l'électrification durable. Et puis, en termes d'impact carbone, on a réduit nos émissions de carbone de 28%. Donc, allier le business avec justement un enjeu de durabilité, c'est possible. On le voit d'un point de vue du profit, on le voit également d'un point de vue de la réputation de la marque, et puis également de l'attractivité des talents. On a des personnes qui nous rejoignent à cause de ce programme. J'en fais partie d'ailleurs, puisque mon poste a été une création de poste et j'ai rejoint Nexans il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et c'est parce que Nexans avait mis en place justement le programme E3 que j'ai trouvé tout à fait motivant, effectivement, de rejoindre un groupe industriel qui s'engageait dans cette voie par la preuve. L'idée, c'est vraiment de sortir de la littérature et d'apporter des éléments de preuve. Il faut des chiffres sur effectivement les réductions d'émissions carbone, sur le bénéfice des services qu'on apporte, qu'effectivement ils sont utiles. Aujourd'hui, un service qui n'est pas utile est voué à mourir. Donc la raison d'être, au-delà effectivement d'un slogan, doit descendre jusqu'au produit, au service. Quelle est la raison d'être du produit ? Qu'est-ce qu'on en fait véritablement? C'est quoi son cycle de vie? Une fois qu'on n'en a plus besoin, qu'est-ce qui devient? Et c'est vraiment sur toute cette chaîne de valeur que la marque intervient. On n'est pas uniquement sur les sujets de réputation. Je travaille également sur l'administration du portefeuille produit pour vraiment rationaliser et conserver finalement ce qui est vraiment utile. Alors, le temps file. Cette discussion, je le savais, elle est passionnante, donc on a envie d'aller creuser plus de sujets. Essayons d'aborder vraiment d'un trait de pinceau tout ce qui est innovation et technologie émergente, parce qu'on a déjà évoqué ça. Mais je voulais regarder, et puis après, on finira avec le rôle stratégique des CMO au sein du COMEX, et vous nous direz vos recommandations ou votre mot de la fin. Mais en tout cas, l'innovation et technologie, c'est l'innovation qui est le maître mot de ce siècle, très clairement. Quels sont les domaines d'innovation qui retiennent votre attention? Et je rajouterais, comment vous faites pour encourager l'innovation au sein de vos équipes marketing? Linda, parce que tu as le micro, tu veux peut-être commencer. Oui, merci. Alors, deux pans d'innovation chez nous qui sont extrêmement importantes. C'est l'innovation produit. Donc, l'électricité va augmenter. D'ici 2030, elle va doubler. On est lié, notre métier est lié à la croissance démographique partout dans le monde. Et on sait que la demande en énergie va croître.
elle va croître parce qu'il y a des niveaux de vie qui s'élèvent, il y a des infrastructures qui doivent être renouvelées. Et donc, d'un point de vue innovation technologique, chez nous, c'est comment on va créer des câbles qui vont être fabriqués avec moins de ressources, mais qui vont délivrer plus de puissance. Donc, je vous donne juste un exemple avec la gare Montparnasse. On travaille avec la SNCF sur un projet supraconducteur. La gare Montparnasse est l'une des gares les plus fréquentées de France. Elle accueille environ 50 millions de voyageurs par an. D'ici à 2030, c'est 90 millions de voyageurs. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des câbles qui soient plus petits, plus puissants, plus résistants, pour justement alimenter la gare en électricité. Donc ça, c'est vraiment innovation produit, puisque le marketing, c'est avant tout cela, si on a envie aussi d'être vertueux pour la planète. Et puis ensuite, d'un point de vue plus opérationnel, bien sûr, l'IA générative, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Lié à notre legacy, je vous parlais de l'héritage technologique qu'un groupe industriel comme le nôtre doit absolument prendre en compte. Et donc, l'objectif, c'est de travailler en tant que marketeur avec la DSI pour pouvoir justement faire un état des lieux des systèmes d'information qui existent, de voir comment ces systèmes d'information communiquent, comment on va pouvoir agréger la data dont on a besoin pour y conjuguer l'IA générative. Alexis parlait notamment de la mise à jour des fiches produits. Pour nous, c'est un enjeu fondamental, la mise à jour de fiches produits pour assurer la distribution de nos produits au sein d'acteurs comme Rexel ou Sonepar, pour ne citer qu'eux, qui sont les grands Amazon de la distribution de matériel électrique. Et donc là-dessus, quand on a des milliers de fiches produits à mettre à jour d'un point de vue de l'image, d'un point de vue des contenus, d'un point de vue des mots-clés, l'IA générative, pour nous, va être fondamentale, associée, bien évidemment, au système d'information déjà en place. Alexis, l'innovation au sein de tes équipes est... Écoute, quel domaine? Nous, on a... La grammaire, elle joue sur les mêmes touches que ce que Linda évoquait. C'est-à-dire qu'on est responsable de définir ce qu'on met dans les box demain et dans les décodeurs. Donc, on a évidemment de l'innovation produit et là, on est à l'affût de tout ce qui se passe et ça va assez loin parce que comme on fait le design de tout ça, il faut regarder aussi ce qui se passe du côté des chipsets, de ceux qui fabriquent qui sont les fondeurs, comme on dit. Donc, on a une vision qui nous oblige à être très, très attentifs à ce qui se passe très largement dans l'écosystème électronique. Donc ça, c'est vraiment le marketing produit sur ceux qu'on fait fabriquer. Ensuite, je vois bien, on est très attentif à tout ce qui est l'innovation qui peut jouer sur l'expérience client. Et ça, en fait, ça devient un domaine extrêmement large parce que voilà, l'expérience client, c'est aussi bien la façon dont le technicien d'intervention vient chez vous quand il faut installer la fibre et comment est-ce qu'on peut l'outiller, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme élément et mettre dans ses mains qui lui facilite le travail en termes de technologie ou qui permet de vérifier qu'il a bien fait son job. Donc voilà, on va mettre en place par exemple des systèmes de reconnaissance d'images sur des photos qu'on lui demande de prendre de l'installation qu'il a faite. Donc ça en fait, c'est un domaine incroyablement large. Et puis après, il y a tout simplement, à mon avis, un domaine de productivité au bureau, qui est un peu ce qu'on évoquait, qui est, voilà, on sent bien qu'avec les évolutions qu'on va voir dans les outils bureautiques avec ce que l'IA est capable de faire, il va y avoir normalement une révolution de productivité qui va se produire là dans les années à venir. Là. On sent que Microsoft, Google vont intégrer ça dans leurs produits. Bon, je vous dis, moi, le chiffre sur les facs, sur les fameuses, les fiches produits terminaux, c'était un gain de productivité d'un facteur 8. 5 minutes pour en faire une versus 40 minutes avant. Bon, et s'il se passe ça à beaucoup d'endroits, on imagine un peu ce que ça fait, quoi. Donc, c'est vrai que ça va toucher, ça va traverser l'entreprise de part en part, quoi, tout simplement. Le temps nous manque. Être attentif, quoi. Très attentif, et je pense que c'est un vrai sujet qu'on pourrait aborder à nouveau dans un de nos webinars. Je vois l'intérêt que ça suscite. Il y a des questions sur la tension sur le marché de l'emploi, mais malheureusement, on ne peut pas l'aborder là. On essaiera de le faire offline. Je vais enjamber le rôle stratégique des CMO au COMEX. Vous me pardonnerez, parce qu'il faut qu'on conclue. Et donc, je vais vous demander tous les deux de nous donner, en mot de conclusion, un conseil pour vos pairs. Allez, 2 max, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à vos pairs dans ces temps de changement, d'accélération et d'innovation? Linda, tu veux commencer?
En tant que CMO, effectivement, on a des rôles qui sont transverses et puis parfois on est un petit peu au perché. Donc le premier conseil que je donnerais à mes confrères et mes consoeurs, c'est vraiment d'aller mettre les mains dans le cambouis, d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens qui font, qui fabriquent, qui sont au contact des clients, vraiment d'aller sur le terrain, de se former bien évidemment. On a parlé de l'IA générative. Les prompts aujourd'hui, c'est le métier de demain du marketeur. Donc, aller se former, mettre les mains dans le cambouis dans tous les sens du terme, au sein de son organisation et dehors, et puis vraiment aller au plus près de ce qui se fait d'un point de vue très opérationnel, parce que c'est ce qui va nous permettre, au plus haut niveau, de faire les meilleures recommandations stratégiques. Alexis, tes conseils à faire? Je plus sois complètement. Je pense que il y a, comme le marketing a un rôle très important, il faut à tout prix qu'il soit dans le court-circuit avec la première ligne. Vous voyez, il faut faire ce court-circuit, il faut vraiment être. Nous, on essaye de plus en plus d'être, entre guillemets, au service finalement de ceux qui sont face aux clients. Et c'est vrai que ça passe par le fait d'aller voir. Ce n'est pas juste des rapports, c'est aussi faut faire de l'ethno, quoi. Faut regarder, il faut voir de ses propres yeux, il faut toucher avec ses mains. Vous voyez, c'est très important. Et après, donc je suis vraiment totalement en ligne avec Linda. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui finissent par perdre justement ce sens du concret, en tout cas aux endroits où on peut vraiment peser et prendre des directions. Et après, je dirais que dans un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, il faut être obsessivement curieux, quoi. Il faut être curieux de manière obsessive. Génial, j'adore ce mot de la fin. Je voudrais vous remercier encore vraiment vivement d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir donné de votre temps dans un agenda, je sais, qui est chargé pour le faire. Et je me tourne vers Jean-Michel pour conclure ce webinaire et nous inviter à lire ce livre blanc. Je trouve que l'échange qu'on a eu reflète bien la richesse de la fonction marketing, la complexité d'être un marketeur dans des entreprises en pleine évolution, chamboulées par l'évolution de notre modèle de société, des considérations évidemment planétaires qui sont majeures. Et un mot de conclusion, c'est que cette légitimité du DM qu'exprimaient Linda et Alexis est tout à fait fondamentale. Avoir la main sur ce qui se passe, rester légitime, même si les outils qu'on utilise, les canaux de distribution, la regenèse de l'offre sont en cours, est tout à fait fondamental. Et moi, je trouve merveilleux qu'ils fassent faire le lien entre le câblage de la gare Montparnasse et la stratégie de l'entreprise et la légitimité opérationnelle. Une fois de plus, c'est un reflet de la richesse et de la merveilleuse évolution du marketing. Donc, grand merci à tous. Merci pour votre participation. On était près de 70 personnes en ligne. Donc objectivement, c'est un succès d'estime en termes, plus qu'un succès d'estime, un succès en termes d'audience aujourd'hui. Adhérer à l'ADTEM, passer du temps dans nos différents événements, nos différents clubs, se profile l'ADTEM Factory dans quelques temps. Et pour ceux qui le souhaitent, le club DDM qui s'adresse aux pilotes du marketing est vraiment un lieu d'échange majeur. Donc, rendez-vous d'ici quelques temps, où que ce soit à l'ADTEM. Et on est déjà en route sur CMO Profile 2024. On a esquissé ce qu'on allait faire l'année prochaine, évidemment avec l'implication des membres du club DDM. Donc voilà, au nom de l'ADTEM, grand merci à tous. Merci à Corentin et à Catherine qui nous épaulent sur le pilotage de tout ça. Et à très bientôt à l'ADTEM. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.